Alors, la dernière fois, on s'était arrêté au niveau de l'application de la loi pénale. On a dit que l'application se fait dans le temps et dans l'espace. Quand on a parlé de l'application dans l'espace, on avait dit que c'est relatif aux limites territoriales du pays. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer nos lois en dehors de notre espace. Et que la cybercriminalité pose un sérieux problème parce que c'est des crimes transfrontaliers, dans le sens où la personne qui fait le crime, elle peut être en Algérie, mais les effets du crime vont s'étendre dans d'autres pays. Eh bien, il peut faire intervenir plusieurs personnes qui sont dans différents pays. D'où la classification de la cybercriminalité comme étant une criminalité transnationale. Alors, il faut savoir qu'il y a une convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Cette convention a été ratifiée par l'Algérie en 2002. Ratifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie a adhéré à cette convention. Alors, cette convention, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'une infraction est de nature transnationale, ça veut dire qu'elle dépasse le territoire d'un pays si, d'abord, elle a été commise dans plusieurs États en même temps. C'est-à-dire le même crime, vous l'avez fait dans plusieurs pays en même temps. Deuxièmement, si elle est commise dans un État, mais qu'une partie importante de sa préparation, de sa planification et de sa conduite ou du contrôle du crime a eu lieu dans un autre État. C'est comme si, par exemple, je vais braquer une banque en Tunisie, mais que je planifie et que je prépare le crime en Algérie. Là, on considère ça comme un crime transnational. La troisième condition, si elle est commise dans un État, mais qu'elle implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un État. Ça veut dire quoi? Nous sommes un groupe criminel, par exemple moi et 4 d'entre vous, mais qu'on a l'habitude à chaque fois qu'on fait un crime dans un pays différent. Ou bien, si elle est commise dans un État, mais qui a des effets sur un autre État. Ça veut dire je commets le crime, par exemple, au niveau des États-Unis, sur la bourse de New York, mais là, ça va impacter plusieurs pays qui vont voir leur action chuter. Donc là, on considérera ça comme un crime transnational. Par contre, il peut y avoir des exceptions. On peut citer par exemple la loi algérienne 0501 du 6 février qui est relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les crimes commis à l'étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites que s'ils ont le caractère d'infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne. Ça veut dire quoi? Même si quelqu'un va faire du blanchiment d'argent à l'étranger, donc l'Algérie ne peut pas le poursuivre en justice que si, avec le pays, considère cette opération comme étant un crime. Donc on ne peut pas le... Je vous donne un exemple. Imaginez que vous allez commettre une infraction en Chine. Dans la loi algérienne, c'est une infraction, mais au sens de la loi chinoise, ce n'est pas une infraction. Donc, le juge algérien ne peut pas vous attaquer pour blanchiment d'argent parce qu'en Chine, c'est autorisé. Donc, vous allez lui dire, la loi 501 vous stipule que vous ne pouvez pas me poursuivre si ce n'est pas considéré comme un crime dans le pays où je l'ai fait. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi une autre notion, c'est ce qu'on appelle l'extension au principe. Alors, je vous note ça. Alors, on a vu les deux principes qui sont l'application dans le temps et dans l'espace, mais il y a une extension. Il faut savoir que le juge algérien devient compétent pour juger une infraction dont une partie seulement a été commise en Algérie. Ça a été défini dans l'article 586 du Code des procédures pénales. Il est aussi également compétent pour juger l'auteur d'un acte de complicité. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez commis l'acte, mais vous étiez complice, accompli en Algérie d'un crime ou délit à l'étranger. Donc même si vous êtes complice d'un crime ou d'un délit
fait à l'étranger, mais la complicité s'est faite en Algérie, le juge algérien peut aussi vous juger. Maintenant, il faut savoir que pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Donc, ce qu'on appelle les bases d'un crime. Alors, parmi les bases d'un crime, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, alors, on avait dit, pour qu'il y ait un crime, d'abord, il faut qu'il y ait une infraction. Donc, le crime doit être déjà défini comme étant un crime dans la loi elle-même. Le deuxième composant pour qu'un juge puisse vous condamner ou bien vous juger, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'élément matériel. Alors, il faut savoir que pour qu'une infraction soit commise, il faudra que votre comportement se matérialise par un fait, par un comportement constatable. On ne peut pas vous juger parce que nuit dégage un crime, non. L'intention coupable n'est pas un acte criminel. Donc vous pouvez avoir l'intention de tuer quelqu'un, avoir l'intention avec vous-même de vouloir faire plein de choses, mais on ne pourra jamais vous juger pour ça. Il faudra que l'acte criminel soit commis pour qu'on puisse vous juger pour cet acte. Une des règles les plus importantes, c'est que le droit pénal ne sanctionne pas l'intention coupable tant qu'elle ne s'est pas matérialisée par un certain comportement. Maintenant, on va voir comment elle va se matérialiser. Donc, il faut d'abord qu'on sache c'est quoi le contenu d'une infraction. Alors, il faut savoir qu'une infraction découle de quoi? Elle va découler soit d'un comportement positif, soit d'un comportement négatif, de l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes. Maintenant, c'est quoi ces comportements positifs ou négatifs? Donc, il faut savoir qu'un comportement criminel peut être soit positif, soit négatif. Il est positif lorsque vous faites délibérément, consciemment et librement, vous allez commettre un acte qui produit un effet matériel qui est en opposition aux règles pénales. Par exemple, je vais tirer à bout portant sur votre délégué. Donc là, c'est un fait criminel parce que j'ai commis l'acte, ou bien tuer quelqu'un par strangulation, ou bien voler le PC de Mehamli, par exemple. Là, c'est un acte criminel positif. Donc, j'ai fait l'action. Maintenant, l'acte criminel peut être négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis abstenu de faire quelque chose que la loi pénale m'oblige. Par exemple, quelqu'un était blessé et je ne l'ai pas assisté, je ne l'ai pas aidé. Donc là, je serai condamné pour non-assistance à personne en danger. Là, c'est un acte criminel négatif. Ça veut dire que la loi m'obligeait à faire quelque chose que j'ai refusé de faire. Ou bien, je devais témoigner, mais j'ai refusé de le faire. Tiens, en parlant du délégué, il est venu. Maintenant, il faut savoir que l'infraction aussi peut découler de la commission d'un seul acte. Là, on parlera d'une infraction simple. Par exemple, si je parle d'un vol. Donc, un vol, c'est quoi? Un vol à l'arraché. J'ai vu quelqu'un, je suis parti, je lui ai arraché son téléphone portable. Là, on parlera d'une infraction simple. Maintenant, l'infraction peut être commise à partir de plusieurs actes. Donc là, on parlera d'une infraction complexe. Par exemple, si je vais parler d'une escroquerie. L'escroquerie, pourquoi on parlera d'actes complexes? Parce qu'il faudra de la préparation. Il faudra discuter avec les gens, leur soutirer l'argent sur plusieurs étapes. Donc là, j'ai fait plusieurs actes malveillants pour aboutir à mon infraction. Et là, on parlera d'une infraction complexe. Maintenant, il faut savoir que l'infraction aussi peut résulter de l'accomplissement d'actes semblables, dont chacun pris isolément n'est pas punissable, mais dont la répétition constituera l'infraction. Là, on parlera d'infraction, elle s'appelle d'habitude. Donc, en général, ce type d'infraction est constitué d'un deuxième acte. Par exemple, on va parler de l'infraction d'un exercice illégal de la médecine. Quelqu'un qui n'a pas le droit de pratiquer la médecine et qui va le faire. Alors, il faut savoir qu'il est essentiel que la distinction
soit faite entre les différentes catégories d'infractions. Pourquoi? Parce que chaque type de catégorie, le juge va le considérer d'une manière différente. Alors, le deuxième point qui est important quand on parle d'infraction, c'est le temps de l'infraction. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'infraction instantanée. Une infraction instantanée, c'est quoi? C'est l'infraction qui se consomme en un seul trait. Par exemple, l'action de vol. Alors, ça, c'est une action instantanée. Donc, elle va se faire en une fraction de seconde. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'infraction continue. C'est celle qui va se consommer par une action ou bien une omission qui va exiger une certaine continuité. Donc, ça va, si vous voulez, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Par exemple, ce qu'on appelle le recel de marchandises volées. Est-ce que vous savez c'est quoi le recel? Pas de réponse, donc je suppose que vous savez c'est quoi. Alors, le recel de marchandises volées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez gardé chez vous une marchandise volée. Il faut savoir que si vous achetez, par exemple, vous partez dans un magasin, alors on arrive pour la menace, une seconde, je vous explique d'abord ça. Alors, il faut savoir, par exemple, vous allez acheter chez quelqu'un, vous avez vu les gens libérer, par exemple, des téléphones portables, des téléphones portables. Imaginez que vous achetez un téléphone, ou que le téléphone soit volé. Et après enquête, quand vous allez mettre votre puce, vous savez que le téléphone est identifié par son numéro unique, le IEMI. Quelqu'un a déposé plainte, ils vont détecter le numéro, ils vont dire voilà, vous avez un téléphone volé. Peut-être qu'on l'a acheté. Et donc, le procureur, il connaît que le procureur, vous êtes accusé de recel de marchandises volées. Et vous êtes passible d'une peine de prison. Je l'ai acheté. Le magasin, si vous lui dites et qu'il n'y a pas une preuve de vente, vous allez aller en prison. Par contre, si vous l'avez acheté d'un magasin et vous avez une facture d'achat et tout, là, vous n'êtes pas accusé de recel. Parce que vous l'avez acheté de bonne foi. Et vous avez la preuve que vous avez fait une transaction légale. Par contre, quand je c'est ça, surtout si c'est un voleur. Dans ce cas-là, c'est vous qui irez en prison, à la limite pour recel, si ce n'est pas pour vol. Maintenant, il faut savoir autre chose. Il y a un autre type de recel. Vous êtes complice avec le voleur et vous cachez la marchandise chez vous. Là aussi, c'est du recel. Vous êtes complice avec le voleur, il vous donne la marchandise, ça aussi, c'est du recel de marchandises volées. Donc, la détention d'un article volé est punissable par la loi et c'est ce qu'on appelle le recel. Alors, le code pénal criminalise la menace aussi, M. Belkhoja. Mais je n'ai pas compris c'était quoi le sens de votre question. Alors, l'autre point, c'est ce qu'on appelle le résultat de la... Alors, maintenant, vous allez nous dire quel est l'intérêt de faire la distinction entre une infraction instantanée et une infraction continue. Il faut savoir qu'il y a des intérêts multiples, notamment le fait de déterminer le point de départ et le délai de prescription. Alors, la prescription, c'est quoi? Il faut savoir que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle un délai de prescription. Pour chaque type de crime, si quelqu'un vous menace, il sera pénalisé par une amende et de la prison. C'est aussi simple que ça. Je vous donnerai tout à l'heure, si vous voulez, l'article du Code pénal qui définit ça. Alors, je disais, la prescription, c'est quoi? Pour tout type. Oui, même la menace sans aucune action est punissable par la loi. Donc, une menace et l'action, ça sera doublé, c'est ça? Pardon? Je voulais dire que c'est une menace et après il fait l'action. Donc la pénalisation sera doublée. Ça va être 2 infractions. D'accord, monsieur. Merci. Qui est en train de vous menacer?
Huh? شكون هو يمناسي فيك؟ No, no, no. No one, just question. داكور. بالنسبة لي عم يحققوك. Alors, on disait, la prescription, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que vous avez fait un crime. Après un certain nombre d'années, si vous n'avez pas été jugé ou arrêté pour ce crime, il y a ce qu'on appelle la prescription. Prescription, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus vous juger par rapport à ce crime. Et ceci existe dans le monde entier. Et chaque pays définit des délais de prescription par rapport à des catégories de crimes. Alors, voilà le sens du mot prescription. Maintenant, pourquoi est-ce que la durée de l'infraction, est-ce qu'elle est instantanée ou continue, est importante? Parce que la prescription, on commence à la compter à partir de l'heure et de la date de fin d'exécution du crime. Donc, quand c'est un crime instantané, on sait que vous l'avez fait le jour X, donc c'est à partir du jour X qu'on va calculer la durée de prescription. Par contre, si vous avez fait du recel, et quelqu'un va dire, moi j'ai laissé la marchandise volée chez, par exemple, le Khoja. La prescription ne commencera pas à l'instant où il a laissé chez lui la marchandise volée. Elle commencera à partir du moment où il n'a plus cette marchandise. Ça veut dire s'il a gardé la marchandise chez lui pendant 2 ans, on commencera à compter le délai de prescription qu'à partir de la 2e année. On va supposer que le délai de prescription, c'est 10 ans. Si après 10 ans, on ne l'a pas arrêté pour ce crime, il ne pourra jamais être jugé. Ça veut dire, à partir de la date où il a eu la marchandise, on attend les 2 ans, il a écoulé la marchandise. C'est à partir des 2 ans qu'on va commencer à compter les 10 ans. Donc, réellement, ce sera 12 ans plus tard. Par contre, le voleur, celui qui a volé, il a volé à l'instant T. Donc, le délai de prescription commencera à T plus 1. Donc, c'est 10 ans après, on ne pourra plus le juger pour le crime qu'il a commis il y a 10 ans. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le résultat de l'infraction. Il faut savoir que des fois, le comportement est punissable indépendamment du résultat attendu. Par exemple, lorsqu'on parle d'une infraction formelle ou lorsque tout simplement la personne a tenté sans réussir. Par exemple, quand on parle de tentative de meurtre, la tentative de meurtre est punissable par la loi. Bien que vous n'avez pas pu tuer la personne, mais vous avez tenté de le faire. C'est pour ça qu'on vous dit que des fois, le comportement est punissable indépendamment du résultat. Mais je crois que tu as tenté de tuer, mais bon, non. La tentative de meurtre est une infraction en elle-même. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'infraction matérielle ou formelle. Alors, l'infraction est dite matérielle si elle est pleinement consommée par l'obtention du résultat prévu par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi prévoit que telle infraction avec le résultat d'y là. Et vous avez eu le résultat. Donc là, le résultat de ce que vous avez fait est un élément constitutif de l'infraction. Donc ça va être, le résultat est une preuve contre vous. Il faut savoir que la plupart des infractions définies dans le code pénal sont des infractions matérielles. Par exemple, le vol, le meurtre. Donc là, vous avez réalisé votre infraction, il y a eu le résultat. Dans le premier, vous avez pris l'objet que vous avez volé. Dans le deuxième, la personne est morte. C'est un résultat. Donc c'est une infraction matérielle. Par contre, quand on parlera d'infraction formelle, c'est celle pour laquelle le législateur, donc c'est celui qui écrit la loi, a incriminé uniquement le comportement. Par exemple, la mise en danger d'autrui. Vous avez fait quelque chose qui a mis en danger la vie des gens. Donc, vous n'avez tué personne, mais c'est cette mise en danger qui est condamnable. Ou bien, par exemple, vous avez utilisé certains moyens. Par exemple, si on prend l'article 260 du Code pénal qui parle de l'empoisonnement. Vous avez empoisonné quelqu'un, donc vous avez mis du poison dans sa nourriture, il n'est pas mort.
Donc, il n'y a pas eu de résultat. Mais c'est l'empoisonnement lui-même qui est considéré comme une infraction. Même si vous n'avez pas atteint le résultat que vous voulez atteindre. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait aussi cette distinction? Donc, il y a un intérêt d'un point de vue de la tentative. Donc là, le juge, parce que pourquoi, comment il va faire? C'est là qu'il va dire, est-ce que je vais le condamner pour avoir fait l'action ou bien pour avoir tenté de faire l'action? Parce qu'il faut savoir que l'infraction consommée et sa tentative, les deux sont prohibés par la loi, mais les sanctions sont différentes. Maintenant, on arrive à la tentative proprement dite. Il faut savoir, même si pour les infractions matérielles, le résultat, c'est lui l'élément de preuve. Cela ne signifie pas que le fait d'avoir essayé n'est pas punissable par la loi. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ai essayé de voler une maison, j'ai finalement, j'ai rien volé, ma étoile. Dans ce cas-là, je serai puni parce que j'ai tenté de voler. Ou bien j'ai tenté de pénétrer par effraction. J'ai commencé à casser la porte, la porte était blindée, elle était bien fermée, bien renforcée. Là, je serai poursuivi pour tentative d'effraction. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que dans la loi algérienne, l'article 30 du Code pénal est considéré comme le crime toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d'exécution. Alors, ça veut dire quoi? Alors, l'article 30. Alors, l'article, qu'est-ce qu'il vous dit? Est considéré comme crime toute tentative criminelle qui aura été manifestée. Donc, comment est-ce qu'on sait que c'est une tentative? Par un commencement d'exécution ou par un acte non équivoque. Non équivoque, ça veut dire qu'il ne laisse pas de doute sur le comportement criminel. Donc, s'il n'a pas été suspendu ou si elle n'a manqué son effet que par circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Alors, même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée par l'auteur. Ça veut dire quoi? Dans cet article, qu'est-ce qu'on va retenir comme mot-clé? On va retenir deux choses, le commencement de l'exécution et le désistement involontaire. Ça veut dire quoi? Alors, le commencement d'exécution, ça veut dire que c'est un élément qui constitue l'infraction. Vous avez commencé à le faire. Donc, il faut que, faute de, ça veut dire, s'il n'y a pas cet élément constitutif, il n'y a pas d'infraction. Donc, ne constitue pas un commencement d'exécution les actes seulement préparatoires. Je prends un exemple. Vous avez acheté un couteau, ou bien vous avez acheté une pelle avec votre idée, dans l'idée de, par exemple, on va supposer que Belkhoja a décidé de tuer Alouane. Un exemple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une pelle pour l'enterrer. Il a acheté une corde pour l'attacher. Et peut-être qu'il a acheté un couteau. On ne peut pas l'arrêter pour ça. Parce que là, il n'a pas commencé, c'est un acte certes préparatoire pour un crime, mais seulement il n'a pas commencé le. Il n'y a plus de sang, monsieur.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant. Oui. Oui, maintenant. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc, même si on l'arrête, ben... Alors, dites-moi, à quel moment le son s'est coupé? مين شرى الكوطو؟ D'accord, ok, parfait. Parce que même si on va l'arrêter, ben, بالخوجة يقول لهم أنا شريت une corde باش نسحقها في الدار, j'ai acheté une pelle pour faire du jardinage, et j'ai acheté le couteau باش نروح نطيب به. Tout simplement. Donc là, c'est des actes préparatoires qui sont pris individuellement, ne constituent pas un élément constitutif du crime. Donc là, si vous voulez, la résolution criminelle à ce stade, on peut dire qu'elle est purement psychologique. Donc elle n'est pas punissable. Elle est dans sa tête. Il n'est pas passé à l'acte. Par contre, le cas il va le frapper avec le couteau. Il ne va pas le tuer, par exemple, d'abord le couteau, mais il a gravement blessé uniquement. Laisse le corps, il s'est passé quelque chose. Donc là, il va être arrêté pour tentative de meurtre. Et là, le juge Chekolou, c'est une tentative de meurtre avec préméditation et préparation. Parce que là, quand on va rassembler tous les éléments, donc tu as pris la corde pour l'attacher, le couteau pour le frapper avec, et la pelle pour l'enterrer. Vous voyez? Et tu l'as frappé avec le couteau. Donc, le pris ensemble, ça va constituer quoi? Un crime prolongé dans le temps, parce qu'il y a eu une préparation. Avec préméditation, ça veut dire que tu as réfléchi avant, tu as acheté ce qu'il fallait, tu as tout préparé, etc. Maintenant, le deuxième élément qu'on relève de l'article, c'est ce qu'on appelle le désistement involontaire. Alors, il faut savoir que dans la loi, il y a quelque chose d'assez intéressant. On vous dit, si vous avez été empêché d'atteindre le résultat par une circonstance, par une circonstance indépendante de votre volonté. Par exemple, la police a intervenu. Dans ce cas-là, lui, il a voulu réaliser l'infraction, mais la police est intervenue et l'a empêché de le faire. Il sera jugé pour tentative. Par contre, imaginons que Belkhoja, tout simplement, il a tout acheté, au moment où il voulait le frapper, il s'est désisté. À ce moment-là, on ne peut pas le juger parce qu'il ne l'a pas fait. C'est un désistement volontaire. Donc, il n'a pas été dicté par une cause extérieure, mais par la seule décision de la personne. Quel qu'en soit le motif, est-ce qu'il a eu peur, traf, est-ce qu'il a eu pitié de lui, est-ce qu'il a eu un remords, quelles que soient les raisons, il n'y a pas eu de début d'exécution pour des raisons dépendantes de sa volonté. Dans ce cas-là, il ne sera ni jugé ni autre. Par contre, s'il y a eu un début d'exécution et que ce début d'exécution ne constitue pas d'infraction, là, il n'est pas punissable. Par contre, s'il y a eu un début d'exécution, il l'a attaché au dard, là, il sera condamné, il peut être condamné pour kidnapping. Pas pour meurtre, parce qu'il l'a relâché après Dalfihalo. Alors, il n'y a pas une loi pour l'acquisition d'un couteau. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a pas une loi formelle qui dit l'acquisition d'un couteau, non. Il faut savoir que la détention d'armes blanches en Algérie est interdite par la loi et elle est punissable. Maintenant, la détention d'armes blanches, comment est-ce qu'elle est traitée par le législateur algérien? Si vous avez une arme blanche sur vous, avec laquelle vous vous baladez dans la rue, sans motif valable, là, vous êtes passible d'une peine de prison. Par contre, si vous avez acheté un couteau, même le plus grand des couteaux, il est dans son emballage, ils ne peuvent rien te faire. Parce que j'ai mon ticket de caisse, il est sous emballage, je l'ai acheté, je l'emmène chez moi à la maison. Mais la détention de couteau à la maison n'est pas punissable par la loi. Par contre, un cran d'arrêt, là, c'est punissable par la loi. Si vous subissez une fouille corporelle et qu'on trouve sur vous l'arme blanche, on peut vous condamner. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs catégories d'armes blanches qui sont définies par le législateur algérien. Certaines catégories sont autorisées, d'autres ne le sont pas. D'autres sont soumises à autorisation, etc.
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'infraction impossible. Ça veut dire, c'est l'infraction dont la réalisation n'est pas possible. Là, elle est punie par principe. Alors, il y a Hamdine qui pose la question, est-ce que pour avoir un couteau, mais dire que c'est pour éplucher des pommes de terre, que j'ai une pomme sur moi, ça compte comment? Alors, ça dépend, ça dépend de plusieurs paramètres. À vrai dire, c'est laissé à l'appréciation du juge ou bien du procureur. Je vous donne un exemple. Vous êtes sorti pour faire un pique-nique ou bien pour faire un camping, vous avez des légumes, vous avez un couteau, on vous arrête. Vous dites, je suis en pique-nique, ce couteau, je l'ai ramené pour mon pique-nique. Là, on ne va rien vous faire. Par contre, le cas, il travaille avec un couteau de d'albobé, un cran d'arrêt ou là carrément safe ou là, quelque chose du genre. Autre là, les fruits et légumes. Il va te dire, et même quand le juge n'est pas con. Il va vous dire, et tout dépend aussi du type du couteau, de son usage, etc. Par exemple, si vous avez un couteau creux, c'est pas un couteau de cuisine. C'est clair que c'est un couteau de combat. Il est fait pour causer le plus de dommages à la victime, etc. Alors, on revient vers l'infraction impossible. Je vous disais, l'infraction impossible, c'est l'infraction qui n'est pas possible de réaliser. Donc là, elle est punie par principe. Par exemple, j'ai cassé la vitre, je suis rentré dans un véhicule qui était stationné pour le voler. Malheureusement, il n'y avait rien à voler. J'ai la police, le véhicule direct, monsieur Dialek, voilà, on t'arrête pour tentative de vol. Ben, mais j'ai rien volé. Là, le juge, donc tu n'as pas volé, c'est pas parce que tu ne voulais pas voler, mais parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, ou déjà tu es rentré par effraction. Donc là, vous serez condamné pour vol. Ou là, un autre exemple qui est déjà arrivé, vouloir tuer une personne qui est morte. Alors, je vous donne un exemple. Vous rentrez dans la chambre de quelqu'un, vous le poignardez dans le but de le tuer. Seulement, quand l'autopsie il faut savoir meurtre, veut dire autopsie, etc. Après l'autopsie, le médecin légiste va dire que la personne m'a été arrêt cardiaque, il est venu, il l'a poignardé. Mais le gars était déjà mort. Et là, le juge va vous condamner pour meurtre en Algérie, selon la loi algérienne. Parce que dans votre tête, vous êtes parti pour le tuer, vous avez commis l'acte, mais c'était impossible de le tuer parce qu'il est déjà mis. Mais là, on va vous condamner pour meurtre. Vous allez être jugé pour meurtre. Maintenant, il y a un autre cas. Il y a un autre cas où l'infraction impossible n'est pas punissable. On va prendre le cas où vous allez être tenté d'empoisonner quelqu'un. Donc, vous allez lui donner, l'empoisonnement, c'est quoi? C'est donner à quelqu'un un produit qui va entraîner la mort. Maintenant, imaginons que vous êtes con ou abruti, ce que vous voulez. La substance que vous allez lui donner n'est pas une substance toxique. Donc, la personne, bien que vous aviez l'intention de l'empoisonner, mais vous avez donné un produit non mortel, dans ce cas-là, tout simplement, l'infraction n'est pas punissable au sens de la loi algérienne. Il faut savoir que la tentative n'est pas toujours punissable. C'est pour cela que l'article 31 du Code pénal, qu'est-ce qu'il précise? Il précise tout simplement qu'une tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. Ça veut dire que la tentative n'est pas toujours punissable s'il n'y a pas un texte de loi qui dit la tentative de telle chose est punissable. Par contre, s'il y a un texte de loi qui dit que la tentative de faire la chose est punissable, dans ce cas-là, la tentative a la même sanction que l'action elle-même. Alors, malheureusement, M. Alouane, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, si quelqu'un rentre par effraction chez vous, vous le tuez, vous ne l'écopez de rien. En Algérie, le canitrol, un voleur, les clés de dalle, tu le frappes,
Et au Québec, vous allez en prison. C'est aussi simple que ça. Sauf si... Mais monsieur, est-ce que كاين إذا دخل للدار le fait que دخل للدار Alors, il sera puni على هذه lui, il sera puni alors, il faut savoir que le voleur sera puni pour infraction, etc., etc. Maintenant, tout dépend comment vous allez l'arrêter. Imaginons imaginons Dalbo, vous allez le frapper, vous allez l'attacher, la police, il dit, là, vous risquez rien. Mais le cas de Dalbo, vous allez l'attacher, on va tahaler une vraie raclée, il تما يقدر يشكي بك يقول لك بطوني وبعد طاح عليا بالضرب. Et là, vous êtes passible d'une peine de prison. Par contre, si vous le tuez, là, il va y avoir une enquête. Et l'enquête va déterminer les circonstances qui ont conduit à la mort de la victime. À des circonstances. Pendant la période, soit vous êtes en prison, soit vous êtes en liberté surveillée, soit. Mais vous allez être jugé pour meurtre sans préméditation. Et là, c'est au juge d'apprécier. Est-ce que vous n'aviez pas le choix et là, vous étiez obligé de tuer en légitime défense? Ou là, vous aviez le choix et vous avez prémédité. Il faut savoir... Dans le premier cas, monsieur, qui m'a dit je n'ai pas le choix, et vous pouvez être acquitté. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont été condamnés à 6 mois de prison pour tout. Bon, 6 mois avec sursis. Alors, c'est bien, c'est quoi le motif? Al-mubalagha fi ad-difa' an an-nafs. Aussi simple que ça. Une personne qui s'est fait agresser, elle a cassé le bras à son agresseur. Son agresseur, comme c'est un sportif, il dit un sport de combat, le juge va te dire, avec une licence Qalhawi, mubalagha fi ad-difa' an an-nafs, 6 mois de prison. Parce que tu connais la technique, tu vas te قادر تحبسه بلا ما تكسر له يده. C'est pour cela qu'il faut faire très attention en Algérie par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit que les lois, par rapport à ce point, les lois algériennes sont très mal faites. Parce que la légitime défense existe, mais que la légitime défense existe, mais sans abus. Ça veut dire, défends-toi, avec l'agresseur, mais en évitant de lui faire du mal. Bon courage pour le faire. Même si Il y a l'agresseur qui est Justement. Il a l'agresseur qui est un autre exemple. On va prendre un exemple plus vraiment différent par rapport à ça. Un policier, il se fait agresser par quelqu'un. Alors on dit au policier que tu dois utiliser des armes proportionnelles à celles qu'utilisera ton agresseur. Ça veut dire que l'agresseur va faire safe, le policier n'a pas le droit de tirer à lui. Pardon? تسمى على حسب هذا الله يقول له صبر نجيب سيت وي اسمها استعمل لا مطرق ديالك ولا يديك ما تيريش عليه كي يكون اون ارم فو سي دون سو كالا اللي تقدر تيري عليه بصح ما تيريش عليه كليه حتى يتيري هو اون بروميير. Voilà ce que prévoit la loi algérienne. Il faut utiliser une force proportionnelle à la force de l'adversaire. Ça n'a pas de sens. C'est tiré par les oreilles. Et c'est très mal fait. Alors, le troisième élément qui constitue l'infraction, c'est ce qu'on appelle l'élément moral. Alors, l'élément moral, c'est quoi? On a parlé tout à l'heure de l'acte matériel qui doit résulter de la volonté de son auteur. Donc, le droit pénal ne comporte ne pénalise que les comportements antisociaux. Ça veut dire, même s'il y a un résultat fortement dommageable, l'auteur risque de ne pas être puni si ce qu'il a fait n'est pas issu de sa volonté, mais c'est uniquement le résultat. Je prends un exemple, un cas de force majeure. Vous étiez devant un cas de force majeure et vous étiez obligé de faire quelque chose. Il y a eu quelque chose qui en a découlé. Là, on ne va pas vous sanctionner pour ça. Je vous donne un exemple très simple. Tout à l'heure, vous donniez l'exemple
d'un agresseur qui rentre chez vous. On va prendre un exemple. Un agresseur il a essayé de t'agresser, de vous agresser. En vous défendant, vous vouliez défendre un membre de votre famille, vous l'avez poussé. En le poussant, il est tombé par Ahmed. Là, vous n'êtes pas sanctionnable. Pourquoi? Parce que ce n'était pas votre volonté de le tuer. C'était un cas de force majeure qui est la légitime défense. Et vous n'avez fait que le pousser. Et vous n'aviez pas l'arme qu'il avait. Lui, il avait une épée, vous étiez à main nue. Alors, il faut savoir aussi maintenant que dans l'élément moral, il y a 2 degrés. Il y a les infractions intentionnelles et il y a les infractions non intentionnelles. Alors, quand on parle d'intentionnel, ça veut dire que l'auteur, il a conscience d'enfreindre la loi et qu'il a agi de manière préméditée, dans le but de réaliser l'acte incriminé. Donc, dans ce cas-là, l'intention, comment on peut la déduire? De par la nature de l'infraction. Maintenant, peu importe, en principe, le mobile qui anime l'auteur, pourquoi il l'a fait? Par passion, par compassion, est-ce qu'il est par jalousie? On ne rentre pas dans ces détails. Donc là, ils vont varier selon les individus et les circonstances. Et ne sont pas généralement de nature à faire varier la qualification de l'infraction. Par exemple, l'euthanasie. Vous savez c'est quoi l'euthanasie ou non? D'accord, les autres? Alors, il faut savoir que dans beaucoup de pays dans le monde, quand quelqu'un a une maladie incurable, par exemple un cancer ou n'importe quelle maladie, que la personne est en train de souffrir, on essaye de la soulager en la tuant. Pas la tuant, mais par exemple, soit tu sous l'oxygène ou là, tu lui donnes une overdose de calmant pour qu'il puisse mourir de manière douce. On appelle ça l'euthanasie. En Algérie, ou bien le débrancher, en Algérie, l'euthanasie est considérée comme un meurtre. Pourquoi? Et que vous avez commis un meurtre, on ne prend pas en considération les motifs. Soit ni par compassion, le juge ne prend pas en considération pourquoi vous l'avez fait. Pour lui, vous avez commis un acte répréhensible par la loi, vous partez en prison. Et il applique sur vous la sanction. Effectivement, Belkhoja, c'est ce qu'on appelle le Maut al-Rahim à l'étranger. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle les infractions non intentionnelles. Donc là, il y a 2 catégories différentes. Les infractions par imprudence et les infractions contraventionnelles. Alors, les infractions par imprudence, ça veut dire quoi? Alors, c'est des délits, et des fois des contraventions. Par exemple, vous n'avez pas fait attention, vous étiez négligent, vous n'avez pas respecté une obligation. Et là, le règlement est puni par la loi. Et là, les lois n'exigent pas que vous ayez voulu atteindre l'imprudence, mais vous l'avez fait quand même. Donc, on peut citer par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Oui, par exemple, quand vous étiez en train de travailler dans un chantier, vous n'avez pas fait attention, vous avez causé un incendie qui a brûlé un bâtiment. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un incendie par imprudence. Et là, on parlera d'intention, d'infraction par imprudence non intentionnelle. Vous étiez en train de travailler, un bidon à goudron ça y a eu un incendie, etc. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les infractions contraventionnelles. Alors, c'est des infractions qui sont simples, telles que la simple violation de la prescription légale ou de la réglementation. Ça veut dire tout simplement, on s'en fout si vous avez agi de manière intentionnelle ou non, mais on sait que vous l'avez fait par ignorance du règlement. Donc là, vous avez par exemple les délits de pêche, les infractions en matière de douane, les infractions au code de la route, etc. Donc, c'est des petites infractions que vous faites de manière non intentionnelle et on les considère comme des infractions contraventionnelles parce qu'elles ne sont pas très graves. Donc, c'est une simple violation de prescription ou de réglementation. Et généralement, elles n'induisent pas une peine de prison.
Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire maintenant? Bon, si vous n'avez pas de questions, on va faire une pause de 10 minutes et à 3h10, on reprendra pour faire le cours d'introduction à la sécurité. Je ne change pas de lien, donc on utilisera toujours le même lien pour le cours suivant. D'accord, monsieur. Alors, je ne sais pas si Belkhouja est toujours là. Alors, M. Belkhouja, au niveau du code pénal, l'article 183, il vous dit tout simplement que les menaces de violence sont assimilées aux violences elles-mêmes. Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir la même sanction que si vous avez appliqué cette violence par rapport à la personne. Alors, malade psychologiquement, ça dépend. Il doit passer par ce qu'on appelle une évaluation psychologique et ce sera à des psychiatres d'évaluer son état mental pour savoir est-ce qu'il est responsable de ses actes ou non. عندهم دي كارت نورمال. شوف هاد الحكاية تاع les cartes rouges n'est pas aussi vrai qu'on veut le faire entendre. Parce que même avec une carte rouge, la personne qui a commis l'acte va passer par une évaluation psychiatrique et ce sera sur instruction du procureur. Et suite à l'évaluation psychiatrique, on décidera est-ce qu'au moment de l'acte, il était en possession de toutes ses capacités mentales ou non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la folie passagère et il y a la folie permanente aussi. Il y a 3 mois de cela, là, entre-temps. Oui, oui. Par rapport aux menaces, c'est l'article 284 qui vous dit quiconque menace par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème d'assassinat, d'emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion criminelle, et dans le cas de la menace, où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans le lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 10 ans et d'une amende de 500 à 5000 dinars. Le coupable peut en outre être frappé par 1 an au moins ou 5 ans au plus. D'interdiction. Ben oui, il faut toujours une preuve. Vous ne pouvez pas aller dire voilà, X m'a menacé, généralement, la preuve, c'est soit le support sur lequel il vous a menacé, soit des témoins. Il faut faire la différence entre menace et insulte.
Parce que même l'insulte, si quelqu'un vous insulte, c'est punissable aussi par la loi. Alors, je vous donne pire. C'est un article que peu de gens connaissent. Si vous partez dans une administration et que quelqu'un vous insulte, que ce soit un policier ou un agent de l'État, il risque carrément une peine de prison. Lisez l'article 444 que je viens de vous afficher. Monsieur, Oui. ou par exemple, un policier يحكمك وينسلتك وما كاش Article 440. وما كاش زعما واحد شاف ولا واحد سمع كيفاش Sauf, là, devant la justice, il faut toujours une preuve. Le problème, il est là. Parce que si on faisait abstraction de la preuve, n'importe qui peut accuser d'autres personnes de n'importe quoi. Ça veut dire, vous, par exemple, vous ne l'aimez pas, vous pouvez tout simplement tel jour, sans rapporter de preuves. Et les preuves dans ce cas, c'est les témoins. C'est soit les témoins, soit une vidéo, un enregistrement ou autre. Et est-ce qu'un enregistrement est légal? Ça dépend, justement. Alors, si l'enregistrement n'est pas fait par vous, dans le sens où, là, je vous donne un exemple, vous êtes dans un lieu public où il y a des caméras de surveillance. Et les caméras ont filmé la scène. Là, c'est un enregistrement légal. Par contre, le quand je de caméra, très bien, ou la personne, là, on peut vous dire tout simplement que ce n'est pas légal. Parce qu'il se peut que toi, tu as provoqué la personne pour qu'elle le fasse, ou dire au moment où il a commencé à t'insulter. Ah, d'accord. Par contre, avec une vidéosurveillance du lieu, l'enquêteur ou bien le juge peut voir même ce qui s'est passé avant avec le moment. Donc, il peut défiler en arrière, et il pourra juger. Même les caméras de surveillance privée, il faut être déclaré, monsieur. Sauf un lieu public où il y a une caméra, même s'il n'est pas déclaré, monsieur Charles Kintaïa, il y a une caméra, non. هما كيديروا l'enquête مول الكاميرا إذا ماش مديكلاريها ومن بعد هو يتحاسب معاهم ماشي انت. L'essentiel c'est pas toi qui as filmé. Toi tu sais قلت لهم كاين كاميرا هنايا راحوا يجيبوا la vidéo. Mais monsieur, si la preuve, c'est la seule preuve qu'on a, c'est l'enregistrement qu'on a fait. Il n'est pas valable. Au contraire, vous pouvez vous-même aller en prison pour l'avoir enregistré à son insu. Il faut savoir que l'image personnelle est protégée par la loi.